Donc je vais parler de propriétés qui ont été obtenues tout récemment dans des catégories de foncteurs, notamment entre espaces vectoriels, donc de propriétés noethériennes. Mais avant cela, je vais rappeler un vieux résultat classique sur les algèbres de polynômes qui, de façon surprenante, a constitué la source d'inspiration principale donc, de ces travaux récents sur les foncteurs. Donc, premièrement, algèbre de polynômes. Donc on se donne K un corps commutatif et N un antinaturel. Donc il y a un théorème qu'a démontré Hilbert vers 1890 qui affirme que l'algèbre de polynômes K crochet x1 xn est noethérienne. Donc je vais esquisser une démonstration possible de ce théorème juste pour servir de préliminaire à des arguments qu'on verra donc à la fin de cet exposé. Donc on part de la base de ce K-espace vectoriel qui est constitué des monômes, on va noter M. C'est la base des monômes, donc indexés de la façon usuelle. Et donc cette base est munie d'un ordre naturel qui est l'ordre de divisibilité sur les monômes. Donc via cette identification, cet ordre est l'ordre produit sur n puissance n. Donc, que je vais noter comme ça, donc c'est l'ordre produit. Et cet ordre possède une propriété de finitude utile, qui est que c'est un quasi-bon ordre. C'est-à-dire que pour toute suite infinie d'éléments de cet ensemble ordonné, donc M1, MR, etc., de M, il existe des indices I strictement inférieurs à J avec MI inférieur à MJ. Donc la terminologie vient de ce qu'un bon ordre est un quasi-bon ordre qui est également un ordre total. Mais on va avoir également besoin d'une autre relation d'ordre sur cet ensemble de monômes, donc qui va être l'ordre lexicographique. Donc, je vais le noter autrement, mais je vais changer de couleur aussi pour qu'on distingue bien. Donc ça va être l'ordre lexicographique sur n puissance n, qui vérifie également des propriétés sympathiques relativement à cette algèbre de polynômes. Donc la première propriété, c'est que cet ordre renforce l'ordre initial, hein, si j'ai M inférieur à M', alors M est inférieur pour l'ordre lexicographique à M'. Donc là, une deuxième propriété utile, c'est que cette fois-ci, on a affaire à un bon ordre. Et la troisième propriété est une propriété de compatibilité à la multiplication de cette algèbre. Donc si j'ai A qui est inférieur à B et que j'ai un monôme M quelconque, alors AM est inférieur à BM. Donc, à partir de cette relation d'ordre, on définit le terme initial d'un élément non nul de cette algèbre. Terme initial d'un polynôme que je vais noter xi, donc qui va être la somme sur les monômes, disons des lambda de M.
Donc ça va être, on va noter init de xi, qui va être le max, donc pour cette relation d'ordre total, des monômes m pour lesquels lambda de m est non nul. Et donc si I est un idéal de notre algèbre de polynômes, on pose I tilde, qui est l'ensemble des termes initiaux des éléments non nuls de l'idéal. Donc, qui est une partie de M. Donc, on note les propriétés suivantes. C'est que cette partie de M n'est pas quelconque, c'est que I tilde vérifie la chose suivante. Donc, si j'ai A inférieur à B, cette fois-ci pour la première relation d'ordre, avec A dans I tilde, alors B appartient également à I tilde. Que deuxièmement, si j'ai deux idéaux inclus l'un dans l'autre dans cette algèbre de polynômes, alors bien sûr I tilde est inclus dans J tilde, mais ce qui est plus intéressant, c'est que si l'inclusion est stricte, l'inclusion est également stricte. Et cette propriété utilise de façon cruciale le fait qu'on ait affaire à un bon ordre. Donc, en utilisant ces trois propriétés, ça devient un exercice facile de démontrer que toute chaîne croissante d'idéaux de cette algèbre est stationnaire. Donc maintenant, je vais introduire les notions dont on va avoir besoin dans les catégories de foncteurs. Donc, finitude. Donc d'abord quelques notations et définitions. Donc on va se donner C une petite catégorie dont les objets forment un ensemble. Donc, premièrement, si K est un anneau, on va noter F de CK, la catégorie des foncteurs allant de la catégorie C vers la catégorie des K-modules à gauche. Donc cette catégorie est une catégorie abélienne qui se comporte bien, mais on n'aura pas besoin de propriétés fines à ce niveau-là dans cet exposé. Et donc on va dire que C vérifie la propriété de finitude des foncteurs, que je vais noter FF en abrégé, si pour tout anneau neutérien à gauche K et tout objet petit c de la catégorie C, alors le foncteur suivant, donc K crochet C de C, donc qui va de C vers les K modules, donc qui est la composée. Donc, ce que je note C entre crochets, c'est le foncteur homme, le foncteur homme de source C vers les ensembles. Et ce que je note K entre crochets, c'est le foncteur de K-linéarisation. Donc on associe un ensemble, le K-module libre construit sur cet ensemble. Donc il faut penser vraiment à ces foncteurs comme des objets libres dans cette catégorie. Donc que ce foncteur soit neutérien.
Donc la définition de noethérien est la même que dans le cadre usuel, c'est-à-dire que toute suite croissante de sous-foncteurs stationne. Donc, bon, il y a des exemples évidents, c'est les catégories dont les objets et les morphismes forment un ensemble fini, mais sinon, ce n'est pas si facile de trouver des exemples non triviaux de catégories qui vérifient cette propriété. Donc, je vais produire déjà une notation. Donc, si A est un anneau, on note P de A la catégorie des A modules à gauche libres de rang fini A puissance n. Donc les morphismes sont les applications alinéaires. Pardon. Vous pouvez rappeler ce que c'est que le foncteur Hans, libre? Voilà, exactement, l'adjoint à gauche de l'oubli. Donc ça, c'est la catégorie usuelle des A modules libres de rang fini. Donc le premier théorème qui a été démontré par Steven Sam et Andrew Snowden donc cette année dit que si A est un anneau fini, alors la catégorie P de A vérifie la propriété de finitude des foncteurs. Donc, en particulier, ça répond positivement à une vieille conjecture de Lange et Schwarz. Donc, c'est conjecture de Lange et Schwarz. Donc, il dit que si K est un corps commutatif, pardon, est un corps fini, alors les foncteurs suivants, donc, qui a un K espace vectoriel de dimension finie V associe K crochet V puissance n, donc ça je vais les noter Pn, donc qui sont des objets de la catégorie qu'on note simplement F de K, qui est donc la catégorie F de P de KK avec la notation que je viens d'introduire. Donc ces foncteurs-là sont noethériens. Donc il y a une autre catégorie de A module à gauche qui est intéressante, c'est la catégorie donc, S de A. La catégorie qui a toujours comme objet les A modules à gauche libres de rang fini, mais on va modifier les morphismes. Donc, avec, pour morphisme, on va prendre les monomorphismes alinéaires scindés avec un scindement donné. Donc, autrement dit, les S de A de Mn, c'est l'ensemble des couples UV dans P de A de Mn, P de A de Nm, telle que la composée V rond U soit l'identité de M. Donc, un deuxième théorème qui a été démontré donc, par des méthodes analogues par Andrew Putman et Steven Sam, donc également cette année, dit que si A est un anneau fini et commutatif, alors la catégorie S de A vérifie également la propriété de finitude des foncteurs. Donc une petite remarque, c'est que pour des anneaux qui sont infinis,
en général, il n'y a presque aucune chance que ni P de A ni S de A ne vérifient la propriété de finitude des foncteurs. Par exemple, pour Z, pour des raisons assez aisées, cette propriété n'est pas satisfaite. Donc il y a une dernière classe de catégories que je vais introduire, c'est des catégories ensemblistes. Donc, on va noter oméga et respectivement θ, la catégorie, donc, dont les objets sont les ensembles finis. Donc, pour avoir un squelette, on va considérer les ensembles d'entiers de 1 à n, où n parcourt petit m. Donc, avec pour morphisme les fonctions surjectives, dans le cas de oméga, et donc les fonctions injectives pour la catégorie θ. Donc il y a une propriété qui a été démontrée il y a 2 ans par Church, Ehlenberg, Farb et Nakpal, qui dit que la catégorie θ vérifie la propriété de finitude des foncteurs. Et donc, un théorème obtenu cette année par Sam et Snowden, qui dit que la catégorie opposée de la catégorie oméga, bon, c'est vrai aussi pour la catégorie oméga, mais là, dans ce cas-là, c'est trivial, vérifie la propriété de finitude des foncteurs. Donc le résultat de Church, Ehlenberg, Farb et Nakpal n'est pas très très difficile, donc ça n'utilise pas des méthodes inspirées du théorème de Hilbert, c'est des méthodes relativement directes mais qui ne se généralisent pas à d'autres types de catégories. Donc en revanche, ces résultats sont beaucoup plus difficiles. En fait, le théorème 3 implique assez facilement le théorème 1, et c'est lui dont j'esquisserai la démonstration à la fin de l'exposé. Et le théorème 2 s'obtient par des méthodes analogues, mais un petit peu plus complexes techniquement. Donc ça, je n'en dirai pas grand-chose. Donc, avant d'évoquer la démonstration du théorème 3, je vais parler un petit peu du contexte historique et des résultats préliminaires qui étaient connus. Donc les motivations d'origine de Putman, Sam et Snowden pour considérer cette propriété finitude des foncteurs, donc pour des catégories comme oméga hop ou S de A, en fait viennent vraiment des travaux de Church, Ehlenberg, Farb et Nakpal, parce que bon, il y a beaucoup de foncteurs dans la nature mathématique qui arrivent définis sur la catégorie θ, donc ce résultat était assez naturel. Donc mais beaucoup de ces foncteurs en fait sont définis sur des catégories plus riches comme celle-ci. Donc cette question était disons, assez naturelle intuitivement de ce point de vue-là, mais en fait l'histoire de l'intérêt pour ce genre de propriété, donc qui remonte à la conjecture de Lange-Schwarz, vient de la topologie algébrique. Donc pour la conjecture de Lange-Schwarz, en fait, ce sont des travaux de topologie algébrique donc, qui se sont développés notamment à partir des années 80. Donc si P est un nombre premier, on dispose d'une très jolie catégorie qui est la catégorie qu'on note traditionnellement UP, qui est la catégorie des modules instables
sur l'algèbre de Steenrode modulo P. Donc cette catégorie, c'est une jolie catégorie abélienne avec plein de belles propriétés, dans laquelle vivent naturellement les cohomologies modulo P d'espaces topologiques. Donc là, c'est important que X soit un espace et pas un spectre. C'est pour ça qu'on parle de modules instables, et d'où la lettre U pour instable en anglais, donc, qui désigne ce genre de catégorie de belles propriétés dont la catégorie de tous les modules gradués sur l'algèbre de Steenrode ne bénéficie pas. Donc je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi cette catégorie est très importante pour obtenir un certain nombre de résultats en théorie de l'homotopie. Mais bon, il y a exactement 30 ans, dans l'exposé 638 séminaire, il y a eu des explications détaillées donc, sur l'intérêt de cette catégorie, et notamment de résultats d'algèbre homologique dans cette catégorie pour faire des choses tout à fait non triviales en topologie algébrique. Donc, en particulier, dans cette catégorie, on dispose d'un foncteur fondamental qui a été introduit par Lahn. Donc, si V est un ZP espace vectoriel de dimension finie, mais qu'on regarde juste comme un groupe abélien, donc on dispose de la cohomologie de V, donc qui bien sûr est un objet de cette catégorie. Et on peut regarder ici le produit tensoriel par cette cohomologie, donc qui donne un bel endofoncteur de cette catégorie UP. Et ce foncteur possède un adjoint à gauche, donc qui est le foncteur de Lahn qu'on note TV. Donc l'existence de cet adjoint est à peu près gratuite. En revanche, il bénéficie de propriétés tout à fait remarquables, notamment l'exactitude, qui ne sont pas du tout évidentes à vérifier et qui jouent un rôle dans l'utilisation en topologie algébrique. Et à partir de ce foncteur TV, on peut établir un lien entre cette catégorie et la catégorie de foncteurs f de Z sur P. UP. Donc là, on dispose d'un foncteur qui a été introduit par N, Lahn et Schwarz, donc dans la deuxième moitié des années 80, je pense. Donc on note petit f qui va de UP dans f de ZP, donc qui est également un foncteur exact qui bénéficie de plein de belles propriétés. Donc la formule est simple à donner à partir de ce foncteur V, de ce foncteur T, pardon. Donc on part d'un module instable, on veut un foncteur, donc on part d'un FP espace vectoriel de dimension finie, et on lui associe TV de M. Donc ça c'est un module instable. Un module instable en particulier c'est gradué, donc on regarde simplement la... oui, je peux juste rappeler peut-être dans le cas de P égale 2, parce que la condition est un petit peu plus simple. Donc c'est un module gradué, donc Mn, c'est un A2 module gradué. Et la condition d'instabilité signifie qu'on a SQI de x égale 0 pour i strictement supérieur au degré de x, donc si x est un élément homogène dans cette catégorie. Voilà. Donc ce n'est pas la négation de stable. Voilà, oui, la terminologie est un petit peu confuse, mais c'est ça. C'est ça. Ici, c'est plutôt stable qu'il faudrait voir comme la négation d'instable. Donc voilà, donc après on a ce module gradué instable sur l'algèbre de Steenrode, on regarde juste à partir de degré 0. Et donc ça définit un foncteur exact, donc, que Ken, Lahn et Schwarz ont étudié et qui est très important dans la théorie. Et à partir de là, donc, les topologues algébristes notamment ont étudié de façon intrinsèque cette catégorie F de ZP, et donc Lahn et Schwarz ont posé
vers la fin des années 80, la question de savoir si cette propriété de finitude était vérifiée. Donc maintenant, je vais donner une petite motivation pour regarder les catégories de type S de A. Donc là, c'est des motivations qui sont plus de nature cas théorique. Donc le point de départ, c'est l'observation toute simple mais fondamentale, c'est qu'on dispose d'un foncteur groupe linéaire qui est naturellement défini sur cette catégorie. Donc on a un foncteur groupe linéaire, donc qui va de S de A dans la catégorie des groupes. Donc il y a au A module libre A puissance n associe GLN de A. Et les flèches sont exactement faites pour coder toute la structure qu'on veut avoir quand on met les différents groupes linéaires ensemble. Donc maintenant, si F est un foncteur partant de S de A et allant vers les groupes abéliens, par exemple, donc on peut former une suite de groupes abéliens gradués d'homologie. Donc on peut regarder l'homologie du groupe linéaire GLN de A à coefficient dans F de A puissance n. Puis on fait croître la valeur de l'indice n. Dans cette suite, les morphismes sont les morphismes les plus évidents à définir. Ils sont induits par le morphisme suivant. Donc les flèches sont induites par le morphisme de S de A, donc qui est donné par l'inclusion des n premiers facteurs scindés par la projection sur les n premiers. Et donc, un corollaire spectaculaire du théorème 2, c'est que si A est un anneau commutatif fini, et F, donc de S de A vers les groupes abéliens, un foncteur de type fini, alors cette suite de groupes d'homologie se stabilise. C'est-à-dire qu'en chaque degré homologique fixé, tout degré fixé, les flèches sont des isomorphismes à partir d'un certain rang. Donc Et en particulier, on en déduit que la colimite de cette suite est un groupe abélien de type fini en chaque degré, ce qui n'est pas forcément une évidence. Donc là, la propriété de type fini, ça signifie qu'il existe un nombre fini d'éléments dans les évaluations du foncteur qui engendre l'ensemble du foncteur. Donc c'est une propriété de finitude qui est vraiment faible et qui, en gros, la propriété la plus faible sous laquelle on peut s'attendre à avoir ce type de résultat de stabilité. Notamment, c'est beaucoup plus faible que les conditions de type polynomial qui avaient été obtenues auparavant par des auteurs comme Dwyer. Donc ça, c'est vraiment une motivation pour s'intéresser à la catégorie S de A plus qu'à la catégorie usuelle P de A comme catégorie source. Donc maintenant, je vais parler des tentatives qui avaient été faites pour démontrer la conjecture de Lange-Schwarz avant les travaux de Putman, Sam et Snowden. Donc c'est les tentatives vers la conjecture de Lange-Schwarz. Est-ce qu'à la place de
Oui, ça suffirait, effectivement. Donc on a encore la définition du foncteur Pn qui est écrite sur ce tableau, donc où K est un corps fini. Donc on peut regarder ce qui se passe pour les petites valeurs de n, quelle peut être la structure de ce type de foncteur. Donc j'ai toujours K qui est un corps fini. Donc pour P0, là c'est vraiment évident, P0 c'est le foncteur constant en le corps K, donc ça c'est un objet simple de la catégorie F de K, donc il n'y a pas vraiment de travail pour montrer que c'est newtérien. Pour P1, c'est moins trivial, mais ça reste un exercice raisonnable. Donc ça, c'est... Donc là, il y a une structure aisée, en ce sens qu'on peut décrire vraiment explicitement tous les sous-foncteurs. Donc je vais le faire seulement pour le corps à 2 éléments, parce que c'est un petit peu plus facile que dans le cadre général. Donc si K est égal à F2, donc que peut-on dire de ce foncteur? Vous voyez, P1, c'est juste le foncteur qui a un FP espace vectoriel associe son algèbre de groupe. Donc, c'est la somme directe d'un terme constant, donc F2, et du foncteur idéal d'augmentation. Donc, celui-ci est simple. Et celui-ci, on peut décrire la liste de ces sous-foncteurs. Donc, les sous-foncteurs de ce foncteur donc, idéal d'augmentation sur un F2 espace vectoriel de dimension finie sont exactement les puissances de l'idéal d'augmentation. Donc en fait, on a une suite infinie strictement décroissante de sous-foncteurs et rien d'autre. Là, la structure est entièrement comprise, que si on regarde les sous-quotients de cette filtration, donc, ce sont en fait les puissances extérieures, qui sont des foncteurs simples qu'on comprend bien. En particulier, ça c'est un foncteur qu'on appelle unisériel, parce que l'ensemble ordonné de ces sous-objets est totalement ordonné. Donc là, on voit encore que c'est un foncteur newtérien, mais qui n'est plus de longueur finie comme dans le cas 0, mais c'est en quelque sorte le plus petit type d'objet qui ne soit pas de longueur finie, c'est-à-dire que tous ces quotients stricts sont de longueur finie. Donc c'est ce qu'on appelle techniquement un foncteur simple newtérien de type 1. Mais en revanche, dès qu'on passe à n égale 2, la situation se complique beaucoup. Et là, il ne saurait pas être question de décrire explicitement tout le treillis des sous-objets. C'est pour ça que la question devient vraiment compliquée. Donc, toujours pour le corps à 2 éléments, donc Jeffrey Powell a montré en 1998 que P2 est newtérien. Mais là, il faut quand même commencer à développer un petit peu de technologie, c'est-à-dire introduire un certain nombre d'endofoncteurs de cette catégorie et étudier des propriétés qui ne sont pas tout à fait immédiates. Pardon, là, il manque n égale 2, qui est l'information la plus importante. Donc, toujours pour k égale f2, donc ils ont une simplification technique, et n égale 3. Donc, j'ai montré en 2007 que P3 est newtérien, donc en suivant le même type d'idée que Powell, mais en faisant encore un petit peu plus de technique. Donc dans chacun de ces cas, en fait, on montre plus que le caractère newtérien, même si on ne décrit pas entièrement le treillis des sous-foncteurs. En fait, on montre mieux donc pour n inférieur ou égal à 3 et aussi k égale f2, on montre en fait que la dimension de Krull du foncteur Pn est égale à n. Et en fait, donc, la conjecture, c'est que ce résultat est vrai pour toutes les valeurs de n et tous les corps finis. Donc c'est vrai pour tout n donc, et tout corps k fini.
Et donc, avant les travaux de Putman, Sam et Snowden, donc on ne savait rien sur le cas n strictement supérieur à 3. Et pour la conjecture de la dimension de Krull, le problème demeure complètement ouvert parce que malheureusement, les méthodes qu'ont introduites ces auteurs ne permettent pas de démontrer la dimension de Krull. Donc là, il reste encore un certain nombre de choses à faire. Voilà. Donc maintenant, je vais donner les étapes de la démonstration du théorème 3. Donc la première idée, qui est simple mais extrêmement efficace, c'est de changer la catégorie source, donc oméga hop, de la remplacer par une catégorie un petit peu plus petite, donc avec un petit peu moins de morphisme. Donc ça nous amène à introduire cette catégorie, donc on va noter oméga SH. Donc l'une des difficultés quand on cherche à aborder de façon directe les problèmes de finitude dans les catégories de functeurs, en fait, ce sont des difficultés qui viennent de la théorie des représentations. C'est-à-dire que si je prends un functeur f qui est défini sur une catégorie C, si j'évalue f sur un objet C, bien sûr, j'ai une action du groupe d'automorphisme, ou même du monoïde d'endomorphisme de cet objet. Et il y a quelque part des problèmes qui sont liés au fait au phénomène qui se passe quand on regarde génériquement toutes ces catégories de représentation qui sont cachées derrière et qui, entre autres, sont liées aux difficultés qu'on rencontre pour aller plus loin dans ce genre d'approche. Donc, ce qu'on fait, Sam, Putman et Snowden, c'est en fait se débarrasser complètement de ça en se restreignant à des catégories qui n'ont aucun endomorphisme. Donc, définition, une catégorie C est dite dirigée, donc parce qu'intuitivement, ça veut dire que ces flèches vont toutes dans le même sens, si elle n'a aucun endomorphisme non trivial. Donc un exemple typique, c'est un ensemble ordonné qu'on regarde comme une petite catégorie, mais bon, ça c'est un exemple qui est un petit peu trop pauvre pour donner lieu à des phénomènes vraiment intéressants sur les catégories de functeurs. Donc, comment va-t-on remplacer la catégorie oméga par une catégorie dirigée? En fait, il s'agit de faire disparaître tous les problèmes qui viennent avec les groupes symétriques. Donc, en fait, on va utiliser un processus de désymétrisation donc, qui est inspiré des battages, donc d'où la notation oméga SH, donc SH pour shuffle. Donc, une notation tout d'abord. Donc, si on se donne un morphisme F dans la catégorie oméga, donc une surjection des entiers de 1 à i vers les entiers de 1 à j. Donc, on définit un morphisme que je vais noter f point d'exclamation, donc qui va dans l'autre sens, donc de j dans zi, qui lui va être une fonction injective, par f point d'exclamation de r égale au min, donc pour l'ordre usuel de l'image réciproque de f. Du singleton R. Donc une observation. Donc on peut regarder ce qui se passe quand on prend deux surjections ensemblistes composables. Donc on peut regarder f rond g point d'exclamation et g point d'exclamation rond f point d'exclamation. Donc en général, ces deux fonctions ne sont pas égales, mais elles le sont si la fonction g point d'exclamation est croissante. Donc en particulier, si on compose deux fonctions qui ont cette propriété, on la conserve. Donc ça nous permet de définir notre catégorie oméga SH. Donc, oméga SH, c'est la sous-catégorie de oméga, donc qui possède les mêmes objets, et dont les morphismes sont les fonctions surjectives f, telles que f point d'exclamation soit croissante.
Et on va voir qu'il est facile de déduire la propriété de finitude des foncteurs pour la catégorie oméga SH op, de la propriété de finitude des foncteurs pour la propriété pour oméga SH, pour oméga op, de celle pour oméga SH op. Donc je vais noter iota, le foncteur d'inclusion de oméga SH dans oméga. Donc, une première petite propriété, c'est regarder ce qui se passe quand on tire en arrière par iota, donc un foncteur homme de but, donc un ensemble à n éléments. Donc ça, c'est la précomposition par iota. Donc ça, en fait, c'est isomorphe comme foncteur au foncteur homme dans oméga SH de but n, le groupe symétrique. Donc ça, ce sont des foncteurs qui vont de oméga SH op vers les ensembles. Et la bijection n'est pas mystérieuse. Il s'agit simplement de composer. Donc ça, c'est évident. En particulier, ça montre que si on tire en arrière par ce foncteur iota un foncteur libre sur oméga SH, op, on obtient en fait la somme directe de factoriel n copies encore d'un foncteur libre. Donc, deuxième propriété, c'est que si je regarde le foncteur de précomposition par iota, mais cette fois-ci sur des foncteurs linéaires, donc ça va de oméga op k, donc où k est un anneau quelconque, donc oméga SH op k. Donc ça, c'est un foncteur exact, simplement parce que c'est un foncteur de précomposition. Et c'est aussi un foncteur fidèle, simplement parce que le foncteur iota est essentiellement surjectif. Donc, si j'ai un foncteur f tel que iota étoile de f est neutérien, alors f est neutérien. Simplement parce que si on a une suite strictement croissante de sous-foncteurs de f, en appliquant iota étoile, on obtient encore une suite strictement croissante de sous-foncteurs. Donc, maintenant, le corollaire est évident, c'est que si la catégorie oméga SH op possède la propriété de finitude des foncteurs, alors la propriété oméga op aussi. Donc une petite remarque, c'est qu'il est aussi facile. Pardon ? Excusez-moi, je pense. C'est qu'il est à peu près aussi facile de déduire le théorème 1 du théorème 3 en jouant avec un autre foncteur approprié pour changer de catégorie. En revanche, pour le théorème 2, là, on ne peut pas procéder de la sorte, donc c'est pour ça qu'il faut faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Donc cette réduction faite, je vais exposer le cadre qu'ont introduit Sam et Snowden pour démontrer la propriété de finitude des foncteurs, donc pour certaines catégories dirigées. Donc désormais, dans toute la suite, C va être une petite catégorie donc, dirigée que je vais également supposer squelettique, c'est-à-dire que deux objets qui sont isomorphes sont égaux. C'est juste pour des questions de commodité et pas s'encombrer de classes d'isomorphisme. Donc si X est un objet d'une telle catégorie, on note C de X, donc l'ensemble des morphismes de source X dans cette catégorie C. Donc on va munir de la relation d'ordre suivante, muni de l'ordre
que je vais noter inférieur ou égal indice x, qui est défini par f, donc allant de x dans t, inférieur ou égal x à g, allant de x dans u. Donc s'il existe une factorisation f, g, donc s'il existe donc une flèche de t dans u qui rend ce diagramme commutatif. Donc le fait qu'on ait affaire à une catégorie dirigée squelettique permet justement de voir que c'est une relation d'ordre. Et donc une première proposition qui montre l'intérêt d'introduire ce genre d'objet pour des propriétés de finitude et qui nous ramène à l'exemple simple des algèbres de polynômes, c'est que si cette relation est un quasi-bon ordre, alors le foncteur le foncteur homme de source x, donc allant de C vers les ensembles, est neutérien. C'est une vérification assez facile. Donc maintenant, il s'agit de passer d'une propriété neutérienne pour des foncteurs ensemblistes, propriété neutérienne de leur linéarisation. Donc comme dans la démonstration du théorème de Hilbert, on va avoir besoin d'introduire d'autres relations d'ordre, qui n'existent pas toujours d'ailleurs. Donc la définition fondamentale qu'introduisent Sam et Snowden est la suivante. Donc, on appelle renforcement admissible de cette relation inférieure x, donc toute relation d'ordre que je vais noter en rouge comme ça, toujours sur l'ensemble C de x, qui vérifie trois propriétés. Donc la première, c'est bien sûr que c'est un renforcement de la relation initiale. Donc f inférieur x au sens précédent implique f inférieur à g en ce sens. La deuxième est la même, c'est que cette nouvelle relation est un bon ordre. Et la troisième propriété qu'on exige, c'est une propriété de compatibilité à la composition dans notre catégorie. Donc c'est la suivante, c'est que pour deux flèches ff' de C allant de dx vers un objet T, et G une flèche de T vers U, donc dans C, si on a F inférieur strict pour cette relation à F', alors GF est inférieur strict pour cette relation à GF'. Donc voilà la notion de renforcement admissible qui, bien sûr, n'existe pas toujours, mais on verra que pour la catégorie oméga SH hop, on peut exhiber de tels renforcements admissibles. Donc maintenant, on suppose qu'on a un objet X qui est fixé et qu'on a un renforcement admissible qu'on se donne. Donc X est un renforcement admissible de la relation initiale. Et on va aussi supposer qu'on a un corps qui est fixé, donc que K est un corps. Donc là, on pourra prendre un anneau neutérien, mais c'est un tout petit peu plus simple techniquement de regarder sur un corps. Donc, on va mimer les définitions qu'on a données au début dans le cadre des algèbres de polynômes. Donc, si j'ai un élément xi que j'écris comme combinaison linéaire formelle, donc sur les flèches allant de x vers un autre objet t de la catégorie donc de lambda de f, qui est donc dans
le K-espace vectoriel construit librement sur les morphismes de X dans T. Donc si j'ai quelque chose comme ça qui est non nul, on définit le terme initial encore de Xi. Donc on note encore init de Xi, qui est le plus grand élément pour la relation de renforcement admissible. Donc le plus grand f dans C de xt, tel que lambda de f soit différent de 0. Donc maintenant, si f est un sous-foncteur du foncteur libre K crochet C de source X, et T un objet de C, on pose f tilde de T égale à l'ensemble des termes initiaux, donc des éléments non nuls de f de T. Et l'observation qui découle de la troisième hypothèse qu'on a faite, c'est que f tilde est un sous-foncteur du foncteur ensembliste, donc homme de source X. Maintenant, le lemme crucial de Sam et Snowden est le suivant, c'est que si on a deux foncteurs emboîtés les uns dans les autres, donc dans K crochet XC, alors les foncteurs ensemblistes associés sont inclus, et surtout, bon ça c'est trivial, si l'inclusion est stricte, alors l'inclusion est stricte ici. Donc on va démontrer ceci par l'absurde. Donc sinon, on suppose donc f différent de g et f tilde égale g tilde. Donc on peut trouver un objet T de C et un élément Xi, donc dans G de T, mais pas dans F de T. Et puisqu'on a supposé que notre relation d'ordre était totale, on peut supposer que le terme initial de Xi est minimal, donc bien sûr, pour cette relation. Donc, puisque f tilde, g tilde pardon, est égal à f tilde, il existe un élément alpha dans f de t, tel que le terme initial de alpha soit égal au terme initial de xi. Mais le terme initial, c'est les éléments de la base canonique les plus grands pour lesquels le coefficient est non nul. Donc si on fait une combinaison linéaire appropriée, on peut faire chuter cet élément. Donc il existe un scalaire non nul dans petit a dans notre corps, tel que le terme initial de xi moins a fois alpha soit strictement inférieur au terme initial de xi. Mais maintenant, vous voyez que xi moins a fois alpha, bien sûr, il appartient à g de t comme xi est alpha, mais il ne peut pas appartenir à f de t, vu que alpha est dedans et pas xi. Donc maintenant, pardon, j'ai pas mis la bonne relation. Là, il faudra mettre c'est l'ordre total, bien sûr. Donc ça contredit la minimalité, et ça montre le lemme. Donc maintenant, il y a un corollaire
qui montre comment obtenir les propriétés newtoniennes qu'on souhaite. Donc, corollaire. Donc, C est toujours une petite catégorie dirigée. Donc, je suppose que K est un corps et que X est un objet de C tel que notre relation inférieure X possède un renforcement admissible. Et je suppose également que cette relation-ci est un quasi-bon ordre. Donc, ce qui permet d'appliquer la propriété que j'avais énoncée donc, sur le foncteur ensembliste. Donc, dans ce cas-là, le foncteur K crochet C de source X est newtérien. Donc, comme on le voit en appliquant le lemme. Donc, ce qui est formellement exactement la même démonstration que celle qu'on a vue au début. Donc, en fait, ça marche également lorsque K est un anneau-newtérien en raffinant un petit peu le raisonnement. Donc, pareil. Aussi pour K anneau-newtérien. Donc, maintenant, une définition que donnent Sam et Snowden, c'est catégorie de Grobner. Donc, on appelle catégorie de Grobner toute petite catégorie dirigée en squelettique, si on veut, C, tel que pour tout objet X de C, premièrement, donc notre relation inférieure X soit un quasi-bon ordre, et que deuxièmement, cette relation possède un renforcement admissible. Donc en corollaire, on voit que toute catégorie de Grobner possède la propriété de finitude des foncteurs. Donc, toute Grobner donc maintenant, pour terminer la démonstration du théorème 3, il suffit de vérifier que la catégorie oméga SH op, donc qui est une petite catégorie squelettique dirigée, est de Grobner. Donc, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais la première propriété, donc ça s'obtient en appliquant un vieux lemme de combinatoire dû à Eijkman. Et pour la deuxième, donc les renforcements admissibles donc inférieur n souligné avec les notations, mais là on peut encore utiliser un ordre lexicographique. Donc là, l'objet qu'on veut regarder, c'est oméga SH op de n. Donc ça, c'est inclus dans la réunion sur les entiers i des fonctions ensemblistes de i dans n. Donc ça, c'est l'ensemble des mots sur n. Donc le renforcement admissible utilise d'abord la longueur, c'est-à-dire l'entier i. Donc, f va être inférieur à g, donc où f va de i dans n et g de j dans n, si i est strictement inférieur à j, ou i égale j, et donc ça c'est f est inférieur, bon, je vais utiliser encore une autre couleur, un autre ordre, inférieur à g dans n puissance i pour l'ordre lexicographique.
Donc c'est pas très difficile de vérifier les propriétés d'un renforcement admissible. Et donc ça termine la démonstration. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Dans ce cas, on remercie à nouveau l'orateur.